les hommes qui, demain, seront nos héritiers spirituels ne seront pas nécessairement nos descendants naturels. Parleront-ils même encore nos langues? Mais nous serons respectés par eux, non pas à raison de notre éphémère puissance matérielle, mais à raison du soin que nous aurons apporté à sauver et à enrichir le patrimoine commun de l'esprit et du cœur. Au terme de sa vie, il ne demeure de tout homme que ce qui fut en lui honnêteté lucide de la pensée et générosité sans phrase. Au-delà des civilisations, il ne demeure rien de leurs hypocrisies ni de leur volonté de puissance. Au regard de l'histoire, qui est le juge souverain des peuples effacés, une civilisation est grande, non pas parce qu'elle a emprunté, mais parce qu'elle a transmis. Non pas parce qu'elle a pris, mais parce qu'elle a donné. C'est en ces termes qu'à 76 ans, mon maître Maurice Arnould, qui à l'époque était directeur de la classe des lettres et des sciences morales et politiques de l'Académie royale de Belgique, s'exprimait. Fallait-il y voir une sorte de testament philosophique? Ce qui est sûr, c'est que j'étais un nain sur les épaules d'un géant. Et la moindre des choses pour moi est de transmettre le flambeau que mon maître, j'allais dire mon père, m'a transmis il y a maintenant bien longtemps, puisque son enseignement s'est terminé alors qu'il avait atteint l'âge de la retraite en 1981, et il me semble tout naturel de prolonger ou de transmettre plus exactement une partie de l'héritage qu'il a transmis à plusieurs générations d'étudiants. Aujourd'hui, mon propos portera sur les historiens et les érudits des anciens Pays-Bas du XIVe au XVIIIe siècle. Il importe de préciser tout d'abord la terminologie qui apparaît dans le titre de cet exposé, qui n'en est pas vraiment un, comme on va s'en rendre compte dans quelques minutes. Le terme d'anciens Pays-Bas désigne jusqu'à la fin du XVIe siècle un territoire qui couvre la Belgique actuelle, le Grand-Duché de Luxembourg et d'autre part le Royaume des Pays-Bas. Puis, à partir de la fin du XVIe siècle, il ne recouvre plus qu'à l'époque espagnole et à l'époque autrichienne que le territoire en fait de la Belgique et d'autre part du Grand-Duché actuel de Luxembourg, à l'exception toutefois de la principauté épiscopale de Liège, du duché de Bouillon et d'autre part de la principauté abbatiale de Stavelot-Malmedy. C'est ainsi que, pour éviter toute ambiguïté, mon maître Maurice Arnould, lorsqu'il a publié en 1947 un petit ouvrage qui n'a pas connu d'équivalent depuis lors et qui s'intitulait « Historiographie de la Belgique des origines à 1830 », il s'agissait bien entendu de traiter de l'histoire des historiens de nos régions, comprenant donc
les anciens Pays-Bas, la principauté de Liège, et secondairement donc le duché de Bouillon et la principauté abbatiale de Stavelot-Malmedy. Le terme historiographie, Maurice Arnoult le définit en 1947 comme ceci. L'historiographie n'est rien d'autre que l'histoire de l'histoire elle-même. Et l'historiographie d'un pays, c'est le catalogue critique de sa production historique, classée chronologiquement plutôt que systématiquement. Bien entendu, à ces dates, l'historiographie était conçue de manière relativement étroite, mais c'est dans ce cadre étroit, justement, que je vais me mouvoir aujourd'hui, puisque j'ai l'intention de lire à destination de mes étudiants de deuxième année du département pédagogique de la Haute École Bruxelles-Brabant, en Belgique, un peu moins d'une trentaine de biographies d'historiens et d'érudits qui ont vécu donc pendant le bas Moyen-Âge et à l'époque moderne, donc jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Pourquoi? Parce que lorsque j'étudie, ou plutôt je fais analyser par mes étudiants des documents qui concernent la Belgique, à certains moments, bien sûr, il s'agit de comprendre des textes qui ont été écrits par des historiens, des érudits de nos régions. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de reprendre une petite trentaine de biographies d'historiens que Hervé Asquin m'avait demandé de rédiger pour son dictionnaire d'histoire de Belgique, publié chez Didier Hattier. Donc, cette lecture s'inscrit dans le cadre de mon cours d'historiographie et de critique historique, appliqué au Moyen-Âge et au temps moderne dans nos régions. Mon maître Maurice Arnoult écrivait un peu plus loin dans l'introduction de son petit livre « Étudier l'historiographie d'un pays, c'est donc embrasser tout un secteur de son histoire intellectuelle. C'est suivre sous un angle donné l'évolution de la conscience collective d'une population. » Donc son livre, il l'envisageait comme une introduction, au fond, à l'histoire intellectuelle, mais aussi, on le voit dans la deuxième partie de sa phrase, comme une introduction aussi à l'histoire des mentalités. Peut-être pour commencer, la présentation de quelques livres qu'il convient de connaître lorsque l'on aborde l'histoire de l'historiographie. Je montrerai donc d'abord, outre le dictionnaire que je viens de vous montrer, deux dictionnaires consacrés à ce sujet. Tout d'abord, l'ouvrage publié sous la direction de Lucian Boya à New York, Great Historians from Antiquity to 1800, si je puis dire. An International Dictionary. Il s'agit ici du premier volume, puisqu'il y a un second volume qui porte sur l'histoire contemporaine, donc sur le 19e et le 20e siècle. J'avais contribué à ce volume en écrivant donc les biographies de deux bollandistes célèbres, à savoir Jean Bolland et Daniel van Papenbroek, qui avaient vécu au XVIIe siècle. Un autre ouvrage, sous la direction de Christian Malvy, Dictionnaire biographique des historiens français et francophones, de Grégoire de Tours à Georges Duby, publié par la Boutique de l'Histoire.
Alors, un catalogue publié par la Bibliothèque royale de Belgique, intitulé « L'historiographie en Belgique du XIIe au premier tiers du XIXe siècle ». Il s'agit du catalogue donc d'une exposition qui date de 1935. Et dans ce catalogue, en fait, sont répertoriés systématiquement les différents ouvrages relatifs à la période considérée. Ce qui est intéressant parce qu'à côté de chaque description de titre se trouve la cote de la bibliothèque royale, ce qui permet de les retrouver et de les commander assez facilement. L'œuvre des Bollandistes par Paul Peters, 1961, publiée par l'Académie royale de Belgique. Et enfin, je voudrais peut-être citer quand même deux articles, tous deux publiés en 1975 par Maurice Arnoult. Le premier dans le bulletin de la classe des lettres et des sciences morales et politiques en 1975, donc Histoire ou sciences historiques, et d'autre part, la même année, Pourquoi on écrit l'histoire. Cet article avait paru dans le Liber Amicorum Leopold Flamm, tome 2, Anvers, donc 1975. La structure de cette lecture est la suivante. Je vais reprendre dans le dictionnaire d'histoire de Belgique les différentes notices biographiques que j'avais écrites sur les historiens et les érudits donc, des anciens Pays-Bas du XIVe au XVIIIe siècle. Il y en a peut-être quand même un ou deux de la principauté de Liège, donc il faudrait peut-être réviser, revoir le titre que j'ai donné à cet exposé, et je les lirai dans cet ordre-ci. Je vais reprendre ces biographies siècle par siècle, donc 14e, 15e, 16e, 17e, 18e siècle, donc 5 siècles, et à l'intérieur de chaque siècle, je vais reprendre les biographies dans l'ordre alphabétique des auteurs, ce qui me paraît le plus facile quant à la manipulation de ce gros dictionnaire. Alors, je commence tout d'abord par le XIVe siècle. Alors, j'essaie de retrouver tout d'abord la première biographie. Voilà, je crois bien qu'il s'agit de celle-ci. Voilà. La première que je vais vous lire concerne en fait un grand chroniqueur du Moyen-Âge que tout le monde connaît, ne fût-ce par les cours de littérature française. Il s'agit de Jean Froissart. Jean Froissart est un chroniqueur et poète, né à Valenciennes vers 1337 et décédé après 1404. Il commence sa carrière comme secrétaire de la reine d'Angleterre, Philippa de Hainaut. Celle-ci étant décédée en 1369, il trouve dès l'année suivante un protecteur en la personne de Robert de Namur. Il séjourne alors à la cour de Brabant. En 1383, son nouveau patron, Guy de Châtillon, lui confère un canonicat à Chimay et le prend comme chapelain. 2 ans plus tôt, en effet, Froissart avait été ordonné prêtre. Il entreprend divers voyages, entre autres auprès du comte de Foix, Gaston Phébus, et à la fin de son existence se rend une dernière fois en Angleterre. Ce sont ses chroniques, 1327-1400, qui l'ont rendu célèbre. Elles continuent en fait les vraies chroniques de Jean le Bel qui s'arrêtaient en 1361. Le travail de Froissart ne repose pas sur des textes, mais sur les témoignages de ses contemporains. Son point de vue change au gré des protections dont il jouit.
tantôt anglaise, tantôt française, ou encore bourguignonne ou béarnaise. Outre ses chroniques, il est l'auteur de poésie et d'un roman de chevalerie en vers intitulé Méliador. Deuxième biographie, celle de Jean d'Outremeuse, qui fut un chroniqueur et un poète de la région de Liège, puisqu'il est né dans cette ville en 1338 et qui est décédé en 1400. Il est l'auteur de la Geste de Liège, qui est une chronique en vers du pays et de l'évêché de Liège, qui part de la fondation de Tongres et aboutit au XIVe siècle. Son Mireur des Histoires relate, quant à lui, l'histoire du monde depuis le déluge jusqu'en 1399. Il s'agit en fait d'une compilation naïve. Son seul intérêt réside dans l'utilisation de sources aujourd'hui perdues. Je regarde s'il n'y en a pas d'autres pour le siècle qui nous intéresse. Apparemment non. Donc je vais passer maintenant au siècle suivant, c'est-à-dire le XVe siècle. Georges Chastelain, chroniqueur et poète. Donc là aussi, il s'agit donc d'un chroniqueur très célèbre. 1415 pour sa date de naissance, Valenciennes 1475 pour la date de son décès. Introduit en 1446 à la cour de Philippe le Bon, il effectue ensuite pour ce dernier diverses missions diplomatiques. Je rappelle que Philippe le Bon était duc de Bourgogne. En 1455, il reçoit la charge d'historiographe et en 1457, celle de conseiller du duc. En 1473, Charles le Téméraire le nomme indiciaire de l'ordre de la Toison d'Or. À partir de 1455, et pendant 20 ans, Chastelain écrit une chronique qui couvre les années 1419-1474. Parmi d'autres œuvres, on lui doit une entrée du roi Louis XI en nouveau règne, qui date de 1461, et un grand nombre de poésies. Toujours pour le XIVe siècle, alors là un auteur très célèbre, Philippe de Comines, qui était diplomate et mémorialiste, qui serait né à Renescure vers 1447, on n'en est pas tout à fait sûr, et qui serait décédé, là la chose est plus claire, à Argenton en 1511. En 1464, Philippe le Bon l'attache en qualité d'écuyer à son fils, le futur Charles le Téméraire. Lors de son avènement en 1467, le nouveau duc de Bourgogne le nomme à son tour conseiller et chambellan. Trahissant son maître, Comines passe toutefois en 1472 au service de Louis XI. À partir de ce moment, il effectue, pour le compte du roi de France, diverses missions diplomatiques. En 1491, il devient l'un des principaux conseillers de Charles VIII. Les mémoires qui ont fait la gloire de Comines se composent de deux parties. La première couvre les années 1464-1483, et donc presque tout le règne de Louis XI. Quant à la seconde, elle relate principalement la guerre menée en 1494 et 1495 par Charles VIII en Italie. En fait, les panneaux de ce diptyque
ont été composés en 2 temps, respectivement de 1489 à 1491 et de 1495 à 1498. Ce sont les fines analyses psychologiques des principaux protagonistes des mémoires, Louis XI et Charles le Téméraire, qui donnent tout le relief à cette œuvre célèbre. Passons maintenant à Edmond de Dinter, chroniqueur, mort à Bruxelles en 1448. Acquise en 1406, sa qualité de secrétaire d'Antoine Ier, puis de Jean IV, Philippe de Saint-Paul et enfin Philippe le Bon, lui permit d'être au courant des affaires importantes du duché de Brabant et d'avoir accès aux archives officielles. À la demande de Philippe le Bon, il écrivit à partir de 1438 une Chronica nobilissimorum ducum Lotharingiae et Brabantiae. Donc, on le traduit, mais je crois que tout le monde aura compris, chronique des plus nobles ducs de Lotharingie et de Brabant, qui s'achève en 1442. Après le décès de son épouse, on le trouve chanoine du chapitre de Saint-Pierre à Louvain. Passons à Olivier de la Marche, diplomate et mémorialiste, décédé à Bruxelles en 1502. En 1452, il accompagne le futur Charles le Téméraire, encore comte de Charolais, dans la répression de l'insurrection gantoise. 4 ans plus tard, il devient son premier panetier. Il effectuera dès lors plusieurs missions diplomatiques pour son maître. En 1486, Maximilien de Habsbourg, donc le grand-père de Charles Quint, le nomme premier maître d'hôtel de la maison de son fils Philippe le Beau. Olivier de la Marche doit sa gloire à ses mémoires qui couvrent les années 1435-1488. Commencé vers 1471, cet ouvrage fourmille de détails sur la vie du téméraire. Jean Molinet, chroniqueur et poète, né à Dèvres en 1435 et décédé à Valenciennes en 1507. En 1475, il devient indiciaire, c'est-à-dire chroniqueur officiel de la maison de Bourgogne. Charles le Téméraire le charge ainsi de noter les événements de son temps. La chronique que Molinet a léguée est particulièrement importante pour l'histoire de la cour de Bourgogne entre 1474 et 1506. Dès 1497, il est conseiller de l'archiduc Philippe le Beau et 7 ans plus tard, l'empereur Maximilien l'anoblit. À l'époque où il vit, Molinet est surtout connu pour ses poésies. En 1503, il publie sa translation en prose du roman de la Rose. Enguerrand de Monstrelet, chroniqueur mort en 1453. Chargé en 1436 de la recette de l'impôt à Cambrai dans le Cambrésis, il devient la même année bailli du chapitre de la cathédrale de la ville. Il occupera cette fonction jusqu'en 1440-1441. En 1444, il est nommé prévôt de Cambrai
et un an plus tard, bailli de Walincourt. Dans la mesure où ces chroniques reproduisent le texte d'actes importants, elles demeurent une source précieuse pour la période qui s'étend de 1380 à 1444. Nous allons passer maintenant au XVIe siècle. Si célèbre dans l'histoire de Belgique. Et je commencerai par Divéus ou Pierre van Dive, puisqu'il faut savoir qu'à l'époque de l'humanisme, de la Renaissance, mais aussi au XVIIe siècle, donc ça couvre ces deux périodes-là, il était fréquent de latiniser son nom. C'est un historien qui est né à Louvain et y est d'ailleurs décédé. Il est né en 1535 et il est mort en 1581. Comptable de l'administration à Louvain, ses fonctions lui donnent quotidiennement accès aux archives communales. Il en profite pour mener d'amples recherches sur l'histoire du Brabant. En 1563, il termine ses Rerum Brabanticarum Libri, c'est-à-dire les livres qui concernent donc l'histoire du Brabant, publiés en 1610 par Mireus. Et en 1565, il fait paraître son De Galliae Belgicae Antiquitabus Liber Unus, donc un livre concernant les antiquités de la Gaule belgique. La même année, le magistrat de Louvain lui confie la charge de transcrire les anciens privilèges de la cité. Divéus en tire des Rerum Lovaniensium Libri Quatuor, donc 4 livres qui concernent l'histoire de Louvain, et des Annalium Lovaniensium Libri Octo, donc 8 livres qui concernent les annales de Louvain, qui ne seront édités qu'en 1757. Guichardin, encore un auteur célèbre. Donc Louis Guichardin, donc en italien, Ludovico Guicciardini. C'est un historien né à Florence en 1521, mais décédé à Anvers en 1589. C'est le neveu du célèbre historien florentin, Francesco. Il vécut principalement en Belgique. Son premier succès date de 1565, lorsqu'il publie un recueil de préceptes, L'ore di Ricreazione. Mais c'est grâce à 2 autres œuvres qu'il est passé à la postérité. La première relate l'histoire de l'Europe et des Pays-Bas entre 1529 et 1560. Ses commentari delle cose più memorabili, donc commentaires des choses les plus mémorables, publiés eux aussi en 1565, connurent de multiples réimpressions. 2 ans plus tard, Guicciardini fit paraître une descrizione di tutti i paesi bassi, donc une description de tous les Pays-Bas, qui fut très rapidement traduite en français, puis en allemand, en flamand et latin. Pareillement, cet ouvrage fut réédité à plusieurs reprises. Pontus Euterus, ou de Heuter. Il s'agit d'un historien né à Delft en 1535 et décédé en 1602 à Saint-Tron. Sa vie fut étroitement mêlée aux guerres de religion.
Parmi diverses fonctions, il exerça celle de curé de l'hôpital Saint-Jean de Bruxelles et, à la fin de son existence, de Notre-Dame de Saint-Tron. Le premier, il écrivit une histoire des ducs de Bourgogne. Dans ses Rerum Burgundicarum Libri Sex, donc 6 livres concernant l'histoire de Bourgogne, il manifeste son désir de voir un jour la réunification des Pays-Bas. Cet ouvrage eut une suite avec les Rerum Belgicarum Libri, voilà, donc sur les livres de l'histoire des Belges, en fait, hein, qui couvrent les années 1477-1564. On peut remarquer ici que le terme de belge apparaît, mais il faut entendre belge, bien entendu, dans son sens ancien. Hein, souvenez-vous, César, dans sa guerre des Gaules, dit que de tous les peuples de la Gaule, les Belges sont les plus braves, mais la Belgica romaine, cette province romaine, couvre un territoire beaucoup plus étendu, puisqu'elle couvre le nord de la France. Eutermus décrivit aussi la Belgique romaine et les Pays-Bas du XVIe siècle dans ses De Veterum Axui Saeculi Belgio Libri Duo, donc 2 livres concernant la Belgique, hein, des anciens et de son siècle, publiés en 1600. Jean Lemaire de Belge, historien et poète. On n'est pas sûr de son lieu de naissance. Bétrechy, en tout cas 1473, et il serait mort entre 1516 et 1524. Il ne faut pas s'étonner, puisque à cette époque-là, hein, les dates de naissance n'étaient pas reprises systématiquement dans les registres de baptême, et puis de toute façon, on était baptisé souvent d'ailleurs plusieurs années après sa naissance. Après la mort de son oncle Molinet en 1507, il est jusqu'en 1511 historiographe de Bourgogne. Son ouvrage le plus important, Illustration des Gaules et singularités de Troyes, publié entre 1510 et 1513, Lemaire utilise des sources de seconde main et incorpore naïvement à son œuvre des légendes médiévales. Puisant l'essentiel de sa documentation dans des travaux récents concernant l'Antiquité, il cherche d'abord à restaurer, c'est du moins son projet, l'histoire de Troie dans sa vérité. Il interprète ensuite, d'un point de vue moral, l'épopée des héros troyens et démontre la nécessité d'une union des princes européens en vue d'une croisade contre les Turcs. Emmanuel van Meteren, historien né à Anvers en 1535 et décédé à Londres en 1612. Cet auteur est connu pour sa relation des troubles qui survinrent au XVIe siècle dans les Pays-Bas. Le premier tome de cet ouvrage fut publié en allemand en 1593. Dans son travail, Van Meteren utilise des pamphlets et d'importants documents manuscrits. Mal reçu par les autorités des Pays-Bas, le livre connut un grand succès dans le public. La première édition complète en allemand fut publiée en 1596. 2 ans plus tard, on en fit une traduction latine. Presque en même temps, la page de titre indique en fait 1599, sortit de presse la première édition de l'ouvrage en néerlandais.
Molanus ou Jean Vermeulen, écrivain ecclésiastique né à Lille en 1533 et décédé à Louvain en 1585. Professeur puis recteur de l'université de Louvain, cet ecclésiastique publie en 1568 un travail sur le martyrologe d'Usuard, un moine du IXe siècle, et 2 ans plus tard, un De Picturis et Imaginibus Sacris, qui est son principal ouvrage. Donc je crois que tout le monde aura compris, donc De Picturis et Imaginibus Sacris, ça signifie à propos des peintures et des images sacrées. Il s'y occupe en particulier de la représentation des saints dans l'art et répond en quelque sorte au Bienenkorf de Philippe de Marnix de Saint-Aldegonde. En 1576-1577, Molanus publie avec divers collaborateurs les œuvres de saint Augustin. Cette nouvelle édition de l'évêque d'Hippone, qui devait connaître un grand succès, est réimprimée 9 fois. Enfin, outre différentes études sur les saints de Belgique, Molanus écrit une Militia Sacra Ducum Brabantiae en 1592. Son histoire de Louvain reste manuscrite jusqu'en 1851. Alors, nous allons passer maintenant au siècle suivant, c'est-à-dire le XVIIe siècle, qui est une époque essentiellement marquée par l'érudition, où l'humanisme s'est essoufflé, et donc il s'agit d'une époque tout à fait différente dans le domaine de l'historiographie, mais qui va marquer l'histoire de l'histoire en Belgique, parce que les historiens belges, encore maintenant d'ailleurs, sont restés très souvent des érudits, hein, très attachés à la critique historique. Premier personnage, et certainement non le moindre, il s'agit de Jean Bolland. Hagiographe jésuite né à Julémont en 1596 et décédé à Anvers en 1665. Ses supérieurs de la Compagnie de Jésus le chargèrent en 1630 de mener à terme l'entreprise projetée par Rosweyde, dont je parlerai plus tard. 23 ans plus tôt, en effet, celui-ci avait annoncé la publication d'un recueil d'Acta Sanctorum, autrement dit des actes des saints. Au nom qui figurait dans le martyrologe romain, Bolland décida d'ajouter tous les saints qu'un titre public de culte plaçait dans les martyrologes locaux. Pour l'aider dans sa tâche, Ensquinius, en 1635, et Papebrocius, en 1660, je vais lire sa biographie dans quelques instants, se joignirent à lui. Il fallut attendre 1643 pour que paraissent les 2 premiers volumes contenant les actes des saints de janvier et 1658 pour que soient publiés les 3 tomes de février. Entre ces 2 dates, Bolland fonda et organisa les archives et la bibliothèque du musée qui, plus tard, portera son nom. Cependant, pour dresser des listes complètes de saints chrétiens et rassembler des dossiers exhaustifs les concernant, il était non seulement nécessaire d'entretenir une correspondance avec les savants de l'Europe entière, mais aussi d'entreprendre des voyages pour trouver de nouvelles sources. Dans cette perspective, Bolland délégua à Rome ses 2 collaborateurs. Il régla minutieusement l'itinéraire qui, de 1660 à 1662, devait les mener en Allemagne, en Italie et en France. Malheureusement, il ne vécut pas assez longtemps pour voir la publication des nombreux textes recueillis.
Aujourd'hui encore, quelques bollandistes continuent au Collège Saint-Michel de Bruxelles l'œuvre de ces pionniers de l'érudition en Belgique. Jean-Baptiste Grammet, historien né à Anvers en 1579 et décédé à Lübeck en 1635. L'archiduc Albert le nomme historiographe en 1606. Malgré tous les obstacles que Grammet rencontre pour consulter archives publiques et privées, il parvient à rédiger une série de monographies consacrées aux villes et régions des Pays-Bas. L'ensemble est publié en 1708 dans des Antiquitates Belgicae, donc des antiquités de Belgique. Grand voyageur, Grammet a séjourné en Allemagne, en Italie et en Espagne et a parcouru l'Afrique du Nord, la Moravie et la Silésie. Mireus, alors là c'est un nom que tous les médiévistes belges connaissent bien, et les étudiants en histoire, je suis passé par là. Mireus ou Aubert le Mire, érudit, né à Bruxelles en 1573 et décédé à Anvers en 1640. Aux fonctions de chanoine du chapitre d'Anvers, 1601, de chapelain de la cour de Bruxelles, 1615, et de doyen du chapitre d'Anvers, 1624, il ajoute en 1625 celle de premier vicaire général de l'évêché d'Anvers. Parmi ses premiers travaux, beaucoup portent sur les origines des maisons religieuses en Belgique. En 1613, Mireus publie un tableau des évêchés de la chrétienté. Dans son Elenchus Historicorum Belgii, 1606, il s'intéresse aux historiens des Pays-Bas restés inédits. Les ouvrages de Mireus sont essentiellement des compilations. Dans sa Rerum Toto Orbe Gestarum Chronica de 1608, donc chronique des choses qui se sont passées sur toute la terre, qui part du Christ et aboutit au XVIe siècle, il reproduit en fait les chroniques d'Eusèbe, de Jérôme, de Sigebert de Gembloux et de ses successeurs. Vient enfin une série de travaux qui sont publiés de 1624 à 1630. Augmentés de 3 volumes, ils seront regroupés par Foppens sous le titre Mirei Opera Diplomatica et Historica, donc œuvre diplomatique et historique de Mireus, 1723-1748. On y trouve rassemblés, édités des diplômes, c'est-à-dire des actes publics émanant d'autorités au moins princières, ainsi que des documents provenant des archives de l'État ou de maisons religieuses. Quand je dis princières, disons de princes territoriaux, pour être plus clair. La diplomatique, pour ceux qui ne sauraient pas, est en fait une discipline considérée comme une science auxiliaire de l'histoire qui a pour objectif d'étudier la forme des diplômes, c'est-à-dire des actes, en vérifiant d'abord s'il s'agit d'actes authentiques, et pour savoir en fait de quelle institution ces actes proviennent, dans quelles conditions. Voilà, c'est une science qui a été inventée, on va le voir bientôt, au milieu, disons, dans la deuxième moitié du XVIIe siècle. Voilà, justement, je vous parle de diplomatique, mais voici l'inventeur de la diplomatique, bien qu'il y ait une petite dispute à ce sujet-là entre les historiens belges ou les diplomatistes belges et les diplomatistes français, quant à savoir si c'est l'un ou l'autre, Pape Brocus, donc Daniel van Papenbroek, ou Jean Mabillon, qui a véritablement inventé donc, cette discipline. Donc Pape Brocus, Daniel ou van Papenbroek.
C'est un hagiographe jésuite, né à Anvers en 1628 et décédé dans cette même ville en 1714. Il est appelé par Bolland pour collaborer à la publication des Acta Sanctorum. Il effectue entre 1660 et 1662 un voyage qui le mène avec Enskenius en Allemagne, en Italie et finalement en France. Nous l'avons vu tout à l'heure. Ils en rapportent 1400 vies de saints ou passions de martyrs latines et grecques. Je vous signale que les vies de saints n'ont pas qu'un intérêt pour l'histoire religieuse, mais depuis maintenant plusieurs décennies, les historiens du haut Moyen-Âge s'en servent à la fois pour approfondir l'histoire économique et sociale, l'histoire des mentalités, d'une période pour laquelle les actes publics sont extrêmement rares. Et donc, toute une série de renseignements très intéressants peuvent être tirés des vies de saints qui étaient fortes à la mode à cette époque-là. Lors d'un autre voyage commencé en 1668, Pape Grocus est forcé de s'arrêter à Luxembourg, à l'occasion de l'examen d'une fausse charte de Dagobert Ier, datant de 646, en faveur du monastère d'Euren, actuellement en Rhénanie-Westphalie. Il tente de formuler des règles de critique applicables à toute cette classe de documents. Elles sont exposées dans son célèbre Propylaeum Antiquarium Circa veri ac falsedis crimen in vetustis membranis, donc introduction à la distinction des documents concernant le vrai et le faux dans les anciens parchemins. 1675. Excessif dans ses conclusions, il met en doute l'authenticité de la plupart des diplômes monastiques mérovingiens. 6 ans plus tard, le bénédictin Mabillon réfuta le jésuite dans son fameux De Re Diplomatica, donc à propos de la chose diplomatique qui a donné le terme la naissance en tout cas qu'a donné, qui est à l'origine de cette science que l'on appelle la diplomatique. Une autre polémique s'engagera ensuite avec les carmes. Ceux-ci faisaient discrètement remonter les origines de leur ordre au prophète Élie. Avec prudence, Pape Brocus montre que de telles prétentions ne sont pas fondées. Et rien n'y fait, et en 1700, un décret du pape Clément XI condamne le Propylaeum Mai, c'est-à-dire l'introduction au mois de mai, puisque les saints sont publiés dans l'ordre du calendrier jour après jour, donc dans l'introduction du mois de mai, des Acta Sanctorum, de 1685. Pape Brocus est le principal auteur des 18 volumes des Acta Sanctorum, publiés entre 1668 et 1709. Alors, j'ai lu les notices dans un ordre qui n'est pas chronologique, puisque, suivant par siècle, à l'intérieur de chaque siècle, un ordre alphabétique, j'ai commencé pour les bollandistes avec Bolland, j'ai suivi avec Van Papenbroek, et arrive en dernier lieu celui qui en fait est le premier sur le plan chronologique, puisqu'il est à l'origine du mouvement de recherche des vies de saints. Il s'agit de Heribert Rosweyde. C'est un hagiographe jésuite né à Utrecht en 1569 et décédé à Anvers en 1629. En 1603, il fait part à ses supérieurs de son intention de recueillir les vies de saints, non encore publiées, et d'en donner une édition critique. Ces vies seraient ordonnées selon les jours du calendrier, c'est ce que je viens de vous expliquer il y a quelques minutes. 4 ans plus tard, Rosweyde lance avec les Fasti Sanctorum, donc les fastes des saints, à la fois un manifeste et un spécimen de l'œuvre projetée. Il amasse dès lors de nombreux matériaux. Cependant, des polémiques religieuses le distraient de sa tâche. De fait,
On le charge de la censure et de l'impression de nombreux livres. Les documents rassemblés ne seront finalement mis en œuvre que par ses successeurs, les bollandistes. Outre une série d'ouvrages d'édification, d'instruction, écrits en flamand, on doit à Rosthwaite une édition de la vie des pères du désert qui date de 1615. Antoine Sanderus, ou Sanders, érudit, né à Anvers en 1586 et décédé à Figem en 1664. Élu en 1625 chanoine de la cathédrale Saint-Martin d'Ypres, il devient en 1640 écolâtre dans la même ville. On le charge de la censure des livres. Il est l'auteur d'une Bibliotheca Flandriae, datée de 1624, ou Bibliographie des écrivains de Flandre, de 2 recueils de documents, la Flandria Illustrata, donc la Flandre illustrée, 1641-1644, et la Chronographia Sacra Brabantiae, 1659, et d'un répertoire de catalogues de manuscrits, la Bibliotheca Belgica Manuscripta, 1641-1643. Ce dernier ouvrage est particulièrement précieux pour la connaissance des fonds de bibliothèque aujourd'hui disparus. Famiano Strada, historien jésuite. Il naquit à Rome en 1572 et mourut dans la même ville en 1649. Pendant 15 ans, il enseigne la rhétorique au collège romain. Parmi ses œuvres, on retiendra ses De Bello Belgico Decades Duae, donc deux séries de 10. Le terme décadès, c'est le terme que l'on trouve donc dans la publication de Tite-Live, donc concernant l'histoire, concernant la guerre des Pays-Bas, 1632-1647. Ce livre comprend 2 parties. La première commence en 1555 avec l'abdication de Charles Quint et se termine en 1579. La seconde s'étend de ces dates à la reddition de Rheinsberg en 1590. C'est donc toute l'histoire des troubles dans les Pays-Bas qui est narrée dans cet ouvrage qui, comme ses traductions en italien, en français et en espagnol, le prouvent, connut un grand succès au XVIIe siècle. Vrédus, ou Olivier de Vré, historien et poète, né à Bruges en 1596 et décédé au même endroit en 1652. Poète à ses débuts, il écrit en flamand, il consacrera l'essentiel de son existence à l'étude de l'histoire. Il fut échevin et trésorier, puis bourgmestre de Bruges. Ayant réuni de nombreux manuscrits, sceaux et médailles, il publie, le premier en Belgique, un traité de sigillographie, donc c'est l'étude des sceaux, qui permet donc d'authentifier des actes publics. Les Sigilla Comitum Flandriae, donc les sceaux des comtes de Flandre, 1639. En 1642-1643 paraît sa Genealogia Comitum Flandriae, donc généalogie des comtes de Flandre. Très érudite, sa Flandria Ethnica et sa Flandria Christiana sont conçus comme les préambules d'une histoire du comté de Flandre. Vrédus cherche à y démontrer que la Flandre constitua le berceau de la France. Après ce long chapitre qui concerne l'érudition dans nos régions, en Belgique, au XVIIe siècle,
Je passe maintenant au XVIIIe siècle. Alors, n'oubliez pas que l'ordre dans lequel je lis les notices, pour une question de facilité qui me convient, bien entendu, je lis les notices dans l'ordre alphabétique, et non pas dans l'ordre à l'ordre chronologique à l'intérieur du siècle considéré, ni d'un point de vue, je dirais, thématique, ou par genre. Jean Desroches, philologue et historien, né à La Haye en 1740 et décédé à Bruxelles en 1787. Comme linguiste, Desroches est l'auteur d'une Nieuwe Nederduitse Spraakkunst, 1761, de Nieuwe Frans Spraakkunst, 1763, et d'un nouveau dictionnaire français-flamand et flamand-français, 1769. Vers 1836, des grammairiens et des écrivains flamands estimèrent que l'orthographe employée dans ces ouvrages devait être utilisée dans la Belgique indépendante. Desroches s'intéressa aussi aux langues classiques. Après avoir été nommé greffier de la Commission royale des études, il composa en flamand des règles fondamentales du grec et du latin. Ces deux livres furent publiés en 1779. En 1773, on l'avait élu membre de l'Académie thérésienne, et 3 ans plus tard, il en devenait secrétaire perpétuel. 3 de ses mémoires, qui concernent l'histoire de Belgique au Haut Moyen-Âge, donc c'est la période du Moyen-Âge qui s'étend entre la fin de l'Empire romain au 5e siècle et le 10e siècle, furent couronnés par cette académie en 1769, 70 et 71. En tant qu'historien, Desroches est surtout connu par un manuel d'enseignement, l'Epitome Historiae Belgicae, 2 volumes publiés en 1782 et 1783, mais aussi par une histoire ancienne des Pays-Bas qui date, elle, de 1787. Peu de temps avant sa mort, il fut nommé inspecteur général des écoles pour les Pays-Bas autrichiens. Jean-François Foppens, historien et érudit, né à Bruxelles en 1689 et décédé à Malines en 1761. Devenu en 1721 chanoine de la cathédrale de Bruges, il enseigne à partir de la même année jusqu'en 1729 la théologie au séminaire de cette ville. Il occupe ensuite diverses fonctions ecclésiastiques avant d'obtenir en 1740 la dignité d'archidiacre et d'être chargé de la censure des livres. En 1717 et 1721, il publie successivement une Historia Episcopatus Antwerpiensis, donc une histoire de l'évêché d'Anvers, et une Historia Episcopatus Sylvaeducensis, donc une histoire de l'évêché de Bois-le-Duc. Il est surtout connu pour son édition augmentée et corrigée des Opera Diplomatica et Historia de Mireus, nous l'avons vu tout à l'heure, donc les œuvres diplomatiques et historiques de Mireus, 1723 à 1748 pour la publication, et pour sa Bibliotheca Belgica, qui date de 1739. Passons à Georges-Joseph Gérard, historien né à Bruxelles en 1734 et décédé dans la même ville en 1814. Chargé en 1769 de réorganiser l'ancienne bibliothèque des ducs de Bourgogne, il est nommé 3 ans plus tard secrétaire perpétuel de l'Académie thérésienne. Il remplit cette fonction jusqu'en 1776, lorsqu'il devint auditeur à la Cour des comptes. En 1779, il lit à l'Académie un discours sur la manière de publier les historiens et les monuments qui peuvent illustrer l'histoire de Belgique. L'histoire belgique, excusez-moi. Belgique, ici, est utilisé en tant qu'adjectif. 1780. Oui, le terme monument, ici, n'est pas pris dans son sens architectural, il est pris dans son sens
de documents. Très clairement, quand on parle d'une célèbre collection que les historiens, les médiévistes connaissent bien, les Monumenta Germaniae Historica, c'est-à-dire les monuments historiques de l'Allemagne, du Saint-Empire. En fait, il ne s'agit bien entendu pas de description d'églises ou de bâtiments publics, il s'agit bien entendu de sources primaires qui sont éditées. Il faudra attendre le XIXe siècle pour voir son projet se réaliser. En 1784 et 1785, Gérard occupe le poste de directeur d'académie et, à la fin de sa vie, sous l'Empire, il prend la direction de la bibliothèque publique de Bruxelles. J'en arrive à Joseph Hippolyte Guesquière, hagiographe jésuite, né à Courtrai en 1731 et décédé à Essen en 1802. À partir de 1762, il est associé aux bollandistes qui préparent la publication des Vies de Saints du mois d'octobre. Cependant, en 1778, un décret impérial réforme le bollandisme. On demande alors à Guesquière d'éditer des Analecta Belgica. Faute d'argent, ce projet ne peut voir le jour. En 1780, Guesquière rentre à l'Académie où rencontre l'opposition de Gérard et de Desroches, qu'on a vu, dont j'ai relaté la vie et les travaux il y a quelques minutes. L'année suivante, il est membre d'un comité qui comprend plusieurs savants chargés de publier les monuments historiques de la Belgique. C'est à ce titre que, de 1783 à 1789, Guesquière fait paraître 5 tomes des Acta Sanctorum, Belgi, Selecta. Donc, excusez-moi, je n'avais pas lu le bout de la phrase. Donc, ce sont les actes choisis des saints de Belgique. Un 6e volume de cette collection, puis encore sorti de presse en 1794. Et nous arrivons maintenant à la toute dernière notice, autrement dit la fin de votre supplice, avec la biographie de Jean-Noël Pacaud, philologue et érudit, né à Florène en 1722 et décédé à Liège en 1803. Ce savant est surtout connu pour ses études dans le domaine de la bibliographie et de l'histoire littéraire. Ordonné prêtre en 1746, il est appelé à Louvain entre 1750 et 1755, à la chaire d'hébreu du Collège des Trois Langues. Il conserve cet emploi jusqu'en 1772. De 1762 à 1782, il porte le titre d'historiographe que lui a conféré l'impératrice Marie-Thérèse. En 1769, il rentre à la Société littéraire de Bruxelles et, en 1772, il devient membre de l'Académie qui succède à la Société. De 1769 à 1771, on le retrouve bibliothécaire de l'Université Louvain et de 1771 à 1773 du duc d'Arambert. Il se fixe enfin à Liège, où le prince-évêque Heunsbroek lui confie le cours d'écriture sainte en 1787 et le nomme bibliothécaire du Grand Collège. De 1763 à 1770, Pacaud avait publié 18 volumes de mémoires pour servir à l'histoire littéraire des 17 provinces des Pays-Bas, de la principauté de Liège et de quelques contrées voisines. J'ai dit